Je vous en prie. Eh bien bonjour Jacques Richard. Bonjour madame. Alors, il me semble que vous êtes peintre, Ah oui, oui, c'est mon métier, oui, oui. d'accord? Depuis à peu près une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années? Comment? Une bonne vingtaine, une Donc, petite vingtaine d'années? Que je fais de la peinture? Oui. Non, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Ah, Donc ça ça- fait une vingtaine d'années, quoi. Voilà, c'est bien ce On que arrête je de disais. compter après un nombre certain d'années. Par contre, écrivain, vous l'êtes d'un petit peu moins longtemps. C'est-à-dire que je suis pratiquement depuis toujours, mais que je me suis décidé à écrire quelque chose en me disant je ferai cela et je le publierai quoi qu'il m'en coûte il y a maintenant 9 ans. D'accord. Voilà. C'était La plage d'Oran C'était la plage d'Oran. C'est bien Voilà, ça. exactement. en 2010. Et puis en 2012, là, vous avez publié Petit Traître, Oui, qui a obtenu le prix Franz de Wever de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Exact. Et vous étiez aussi finaliste du prix Rossel. c'est ça. En La même 2012, j'étais fait, c'est un honneur extrême. J'étais très 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 fier de ça. Je le suis toujours d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a le petit dernier là. Le petit dernier, c'est L'homme peut-être et autres illusions. Oui. Alors cette fois, c'est un recueil de nouvelles. C'est ça. Donc j'ai commencé à écrire ce recueil-là dans le même temps que je me lançais dans l'écriture d'un roman. Et puis les nouvelles au jour le jour ont pris le pas parce que ça fait, quand on écrit ce genre de choses-là, ça fait du bruit dans la tête le matin de bonne heure. Et alors on écrit ce bruit-là et puis le travail aidant, parce que ce n'est pas qu'une question d'inspiration, ça va sans dire, le travail aidant, ça produit quelque chose qui se met à tenir plus ou moins sur ses pattes. Et on se rend compte que les ramifications, pour extrêmes qu'elles soient, pour très courtes qu'elles soient, sont malgré tout d'un ordre qui passe par la logique, par les glissements, par toutes sortes de petits subterfuges auxquels on n'a pas de part, mais qui ont leur propre logique, ces petits subterfuges, et qui aboutissent à un texte qui devient cohérent. C'est-à-dire que ça se met à vivre tout seul. Une nouvelle comme un roman d'ailleurs, hein, mais dans un autre ordre d'idée. Mais une nouvelle, ça se met à vivre petit à petit tout seul. Et nous, comme dans la peinture du reste, on est au service de ça, de ce qui s'écrit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne bosse pas en transpirant beaucoup, hein, mais J'imagine. on est au service de ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qu'il y a à se dire, disons. Voilà. Donc notre travail de l'écrivain à ce moment-là, c'est celui de la forme, celui de la cohérence qu'il cherche, celui de tout ce qui fait que cela fait œuvre pour finir. Voilà. Moi, quand j'ai lu votre petit dernier, eh bien, j'ai trouvé qu'on y trouvait des petites touches du quotidien. C'était des fenêtres ouvertes sur des petits morceaux de vie, mais qui laissent le lecteur, mais vraiment pantois. Le lecteur est étonné. On a envie d'en savoir plus. Et vous nous laissez chaque fois un petit peu sur notre faim. Et alors, à la fois, c'est déstabilisant et c'est vraiment très riche. Est-ce que c'était vraiment voulu, ça? Ah, c'est absolument délibéré. C'est vraiment tout à fait le fondement même je ne suis pas le seul à pratiquer ce type d'écriture-là, hein, mais c'est le fondement même de ce type d'écriture que il y a ça, par exemple, dans l'écriture de j'ai des trous de mémoire, hein, je deviens un peu vieux, donc j'ai des trous de mémoire, de cet écrivain qui a produit toute une série de livres traduits aux éditions de l'Olivier. J'y reviendrai, je vais revenir dessus. Ou c'est le même cas chez Rob Grillet. Il y a la même chose dans les petits textes de Nathalie Sarraute, dans Tropisme. Hein. Ce sont tous des petits textes comme ça, où on est à un moment donné par-dessus l'épaule de quelqu'un, en train de dire, mais celui-là, oh tiens, c'est bizarre comme il est là. Et puis la fenêtre se referme, et on n'a plus rien à voir, on n'a pas le droit d'être là. Hein, donc je ne suis pas là par effraction, mais comme disait le dédicataire de ce recueil, Dominique Tassel, qui était mon premier éditeur, il m'a dit, tu sais, ton livre donne l'impression que nous avons mis le pied dans une fourmilière, par inadvertance, et cette fourmilière, ça s'appelle la vie. Pas au sens la vie avec un grand V, mais la vie de tous les jours, celle dont on dit la vie est dure, ou la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, des petites âneries comme ça qu'on débite à tout qui veut bien les entendre au jour le jour. Et c'est cette vie-là dont il est question, donc celle de la contingence la plus immédiate. Voilà. Ce qui n'empêche pas que ça dérive sur le rêve, sur le non-sens, sur la poésie, sur toutes sortes de, pardon, sur toutes sortes de choses qui nous habitent aussi.
mais pas avec la même acuité immédiate, dirais-je. Voilà. Il y a d'ailleurs beaucoup de poésie dans votre façon d'écrire. Là aussi, je ne peux pas dire que c'est délibéré, parce que la poésie, ce n'est pas délibéré, évidemment, c'est quelque chose qui nous habite et dont on essaye de rendre un tout petit peu compte en manipulant la matière que constituent les mots. Hein, les mots ne servent pas, Dieu merci, comme on essaie de nous le faire croire à longueur de vie, qu'à la communication. Hein. Même si c'est important que nous arrivions à dire quelque chose à l'autre, il sera peut-être un peu compris. Mais les mots, c'est aussi une matière plastique. Comme je suis artiste peintre, plasticien, ça prend tout son sens, évidemment, toute sa résonance dans ce contexte-ci. C'est là que l'œil et la main du peintre interviennent, en fait, quelque part. C'est là que l'esprit du peintre, en tant qu'il est façonné par la pratique, intervient. Je n'ai pas, un esprit multiforme. Il se trouve qu'il est canalisé par mes pratiques, comme pour tout le monde. Hein. Je ne dis pas qu'un boucher pense boucher, mais je sais qu'un peintre pense peinture. Hein, qu'un écrivain ne pense pas nécessairement écriture, mais qu'il est habité par ça et que le résultat de cet investissement, eh bien, ça produit du texte qui peut-être vont produire des livres. Voilà. Voilà. Et après l'homme peut-être, il y a d'autres projets? Pendant l'homme peut-être, il y a déjà quelque chose qui est en lecture, qui s'appellera... Vous pouvez en parler ou oui, je peux en parler. Oui, je peux en parler. Voilà, bien sûr. Ça s'appellera Le Carré des Allemands, journal d'un autre. Alors, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est la mode, mais c'est de saison. 14-18 nous habite, pour ne pas dire qu'il nous encombre, et que s'il y a un devoir de mémoire à accomplir par rapport à ça, les médias n'y ont pas une part qui me semble, particulièrement pertinente, en ce sens qu'on transforme en événement médiatique, en événement commercial, quelque chose qui appartient à l'horreur, à la nôtre l'horreur, à l'horreur qui est en nous. Hein. Et mon travail d'écrivain, qu'il s'agisse de ces petites anecdotes qui vont plus loin, j'espère que l'anecdote simplement, mon travail d'écrivain est le thème qui parcourt mon œuvre, parce que c'est là que vous voulez en venir, je pense, le thème qui parcourt mon œuvre est qu'est-ce que c'est que le mal que je suis, que le mal qui est en nous, en chacun de nous, que nous recouvrons de nos sourires, de tout ce qui fait que nous parvenons encore plus ou moins à vivre ensemble, hein, mais qui nous habite mais jusqu'au plus profond de nous. Il faut lire à cet égard Annie Lebrun et sa préface aux heureux complètes de Sade, qui revient à la mode un petit peu aussi malheureusement. Soudain un bloc d'abîme, Sade. Soudain un bloc d'abîme, moi. Soudain un bloc d'abîme, chacun d'entre nous. Nous sommes un bloc d'abîme et les guerres en sont la pénible illustration. Je ne veux pas parler d'exutoire, ce serait trop facile. Il n'y a pas d'exutoire. Il y a le mal qui est en nous et que nous essayons avec quoi nous essayons de faire. Nous ne faisons pas bien, évidemment. Nous sommes par définition en faillite par rapport à cela. Donc c'est le sujet de mon bouquin. Partant d'un fait propre à mon histoire au sens large, je dérive vers l'histoire de l'histoire tout court, celle à quoi on met une grande hache, voilà, à quoi on met un grand H, et l'histoire personnelle de mon rapport au mal. Voilà. Depuis l'enfance, en partant de l'idée de base que je travaille déjà dans la plage d'Oran, qu'il n'y a pas d'innocence. Effectivement. Voilà. Et en reparlant d'un petit peu de l'enfance, est-ce que vous avez un souvenir de lecture, d'une première lecture? Ah oui, une première lecture. Alors la première lecture, ce n'était pas moi qui l'ai faite. C'était le dimanche midi, quand j'avais 9 ans, que nous venions de revenir d'Algérie, où j'ai passé ma petite enfance. Nous n'avions pas d'argent du tout, nous n'avions pas la télévision, pas encore du tout la radio. On allait la voir la radio dans les mois qui suivaient. Donc on n'avait pas au cinéma, parce que ça coûtait cher. On n'avait qu'un seul dérivatif, c'était ma maman, qui nous asseyait autour de la table de la cuisine. Nous étions 5 enfants, elle prenait la plus petite sur les genoux, qui avait 2 ans à l'époque. Elle ouvrait un bouquin, on devait se taire. Elle ouvrait un bouquin, et alors elle lisait quelques pages, tant qu'on tenait le coup, du Dernier des Mohicans, de Fenimore Cooper. D'accord. Voilà, elle lisait ça, et je garde de ça
non pas l'odeur de la table, etc., le son de sa voix, bien sûr, mais tout ça, c'est très romantique, mais bien les images que ça produisait dans ma tête. Voilà, ça c'est un souvenir de lecture, d'avoir entendu lire. J'aime beaucoup donner à entendre ce qui est à lire, parce que je crois que ça suscite la lecture. Effectivement. Ça donne aux gens le goût de prendre, comme disait saint Augustin, de prendre et de lire. Tolle léger, eh bien, de faire ça. Voilà. Je me demande aussi si vous allez parfois en bibliothèque. Je n'y vais plus guère parce que malgré moi, je suis devenu une espèce de hamster, d'écureuil. C'est-à-dire que j'achète des livres parce que je les aime physiquement. J'aime tenir des livres en main, j'aime mettre mon nez dedans, comme je ne suis pas bibliophile au sens de Skutner, par exemple, qui lui, il était pour de vrai, qui entourait ses livres de custode et autres. Moi, je ne suis pas ça. Je suis un amoureux éperdu de la chose livresque. J'ai été libraire à plusieurs reprises dans ma vie en parallèle de la peinture, avec chaque fois l'impression d'être comme un rat dans un fromage. Donc je vais peu en bibliothèque, mais j'allais beaucoup quand j'étais petit. Et si vous voulez un souvenir de bibliothèque, j'en ai préparé un tout chaud, tout frais. Allez-y. Alors voilà, quand j'étais petit, ma maman était surveillante éducatrice parce qu'elle n'avait pas le droit d'enseigner, parce qu'elle était française en Belgique. Donc on lui a obtenu in extremis un boulot de surveillance éducatrice à Notre-Dame de la Sagesse à Gansour. Et à Notre-Dame de la Sagesse à Gansour, il y avait une bibliothèque destinée à la jeunesse, où il y avait toute la collection des Bob Moran. Ça, c'est la raison officielle pourquoi j'allais dans cette bibliothèque. Et puis, il y avait la raison officieuse, que je ne pouvais pas dire du tout, c'est que je shippais les bouquins de mes sœurs. Et les bouquins de mes sœurs, c'était Sylvie, de René Philippe. Alors, René Philippe, c'était des romans à l'eau de rose pour les petites jeunes filles entre 8 et 13 ans. Un peu plus tard, on ne parlait pas d'amour physique, évidemment, on évoquait vaguement qu'il s'agissait d'un couple, mais j'étais fasciné par la vie d'une femme. Voilà, j'étais fasciné par ça, donc je lisais les Sylvie chaque fois qu'il y en avait un qui sortait. C'était de la littérature pour les petites filles, et j'adorais ça. Et une fois, il y a une des bibliothécaires qui m'a vu avec une pile de Sylvie, qui a dit « Mais c'est pour les filles, ça, mon garçon, vous ne pouvez pas lire ça !» avec l'accent flamand qui allait avec et toute la mainmise de l'école catholique. Je ne pouvais pas lire. Et j'ai devenu rouge comme les chaises. C'était horrible. Donc, après ça, j'ai demandé à ma petite sœur de me ramener les Sylvie parce que j'adorais lire ça. J'ai lu ça jusqu'à l'âge de 14 ans, je crois. Voilà. Souvenir de bibliothèque, ça. C'était les Sylvie sous le manteau. C'était Sylvie sous le manteau. C'était fabuleux. Hein. Ah, alors, oui. je parle d'un auteur qu'on ne connaît plus du tout qui s'appelait René Philippe. Il écrivait suffisamment bien pour que je m'en souvienne vraiment très très fort et bien de tourner de phrases. Voilà, René Philippe. Cela dit, je n'ai plus jamais lu après et j'ai d'autres ambitions littéraires que ce que ce brave homme a fait. Cet excellent homme a fait. Mais je lisais Bob Moran aussi. J'ai lu tout Bob Moran, par exemple, et j'ai rencontré in extremis Henri Verne. Quelle chance! Oui, j'aimais beaucoup Henri Verne. Voilà. Et maintenant, nous, on aimerait avoir un petit peu de chance aussi. Et que vous nous fassiez partager une petite lecture. Alors, je prends le texte que vous avez choisi. D'accord. J'en avais choisi un, je m'empresse de le dire, on entend, mais j'en avais choisi un qui était dédié à ma femme, Pascale Toussaint, qui a écrit « J'habite la maison de Louis Skutner », qui va passer ici tout de suite, et je vais vous lire autre chose. Donc. Déréliction. La journée de dimanche avait été ensoleillée d'un bout à l'autre. Pas trace de brume. Le matin, quelques pavés mouillés, sans plus. L'air restait très humide. Et bien que l'équinoxe fût passé de quelques jours, c'était l'ambiance d'une longue, magnifique après-midi d'été. Dans les buissons en contrebas, les épers avaient remonté leur toile une fois de plus, et leurs grands tracés rectilignes barraient l'allée de logiques inattendues. Elle avait dit en s'étirant que... Il avait dit, pardon, excusez-moi, je suis distrait. Il avait dit en s'étirant que si elle n'était pas déjà repartie pour l'Afrique, les hirondelles auraient volé très haut ce jour-là et qu'on aurait à peine entendu leur tri. Il ne se rappelait pas les avoir vus se grouper sur les fils électriques pour leur départ. Les années précédentes non plus d'ailleurs. Il s'en serait souvenu.
C'était quelque chose qu'il aimait bien, même s'il en ressentait un peu d'angoisse chaque fois. Il avait fait si mauvais les semaines précédentes que leur rassemblement avait dû être bref. Elle pouvait aussi avoir rompu avec cette tradition, après tout. Il devrait se renseigner mieux sur elle. Peut-être l'avait-il seulement pensé en s'étirant cette phrase sur les oiseaux, le beau temps, parce que quand il y fit allusion par la suite, ils le regardèrent avec l'air de ne pas savoir du tout de quoi il voulait parler. Il avait parfois l'impression que ses paroles s'évaporaient avant d'atteindre l'oreille des autres, comme s'il ne les avait pas réellement dites, ou avait parlé à travers quelque chose de mou, ou d'à moitié fermé, une sorte d'hygiaphone, tamisant ses phrases plutôt que son haleine. Il percevait alors les événements comme s'il s'était trompé de porte, ou avait surpris les gens, les siens en vérité, au milieu d'une conversation qui ne le concernait pas et qui ne le dérangeait pas vraiment parce que sa présence n'avait pas beaucoup d'importance. De plus en plus souvent, il préférait se taire ou attendre qu'on lui adresse la parole. Cette idée de se tromper de porte le poursuivait pendant des heures quelquefois. Il regardait alors les choses et les êtres avec la sensation très nette que la réalité qu'ils constituaient, qu'ils étaient censés constituer, qu'ils ne pouvaient pas ne pas constituer pour lui, était une possibilité d'existence parmi de nombreuses, et qu'il se trouvait confiné dans celle-là, non par choix personnel bien sûr, ni par la volonté d'un autre hypothétique, mais plutôt par le jeu d'un hasard ou d'une plaisanterie. Il allait parfois jusqu'à regarder derrière lui comme on fait quand on s'est trompé de salle de cours ou de spectacle et que l'on cherche à sortir au plus vite. Le visage et le comportement des gens, ce qu'ils disaient et qu'ils comprenaient de loin en loin dans la tiédeur des pièces en enfilade ou le brouillard sonore des rues, lui devenaient somme toute étrangers. Et on l'aurait étonné en lui disant qu'il était l'un d'entre eux. Dans ces moments-là, les titres des journaux, les bribes d'informations évoquaient un monde qu'il croyait ignorer presque tout à fait, mais dont l'infinie souffrance et l'innommable brutalité l'envahissaient par degrés jusqu'au fond de l'âme. Elles habitaient son être tout entier, le pétrissaient de l'intérieur et se substituaient à tout ce qui avait pu tendre ses élans et polir ses façons. Il était ça, depuis le début, cette horreur tremblante et affolée d'elle-même. Il découvrait, mais combien de fois l'avait-il déjà découvert, qu'il était bel et bien dans cet enfer, qu'il était cet enfer dont on menaçait jadis les petits-enfants. Le soleil merveilleux, la lumière sur les murs et la joie qu'elle avait installée dans sa poitrine lui avaient au contraire donné, engourdi dans son transat, la conscience aiguë d'être l'occupant inaccessible et privilégié d'une forteresse somptueuse, d'une nouvelle Olympe, tandis qu'ailleurs, loin, gémissait le reste des hommes. Il pleuvait le lendemain, comme si l'on avait tiré depuis très longtemps un rideau sur le jour. Il fit remarquer que décidément, dans ce pays, ça ne durait jamais le beau temps de la veille. Elle le regardait sans réaction véritable, finissait d'ajuster un drap propre sur le lit, les traits à peine raidis. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Je vous le disais, hein, la poésie dans l'écriture, elle est là. Hein. Madame, vous êtes tout à fait charmante. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter après cette lecture? Je voudrais qu'on lise. Je voudrais qu'on lise. Je voudrais qu'on achète des livres. Je voudrais qu'on défende le livre. Je voudrais que la foire du livre étant un détonateur pour ce genre de choses, mais pas le lieu où l'on peut rencontrer un livre, parce qu'un livre, pour moi, c'est une personne. C'est le prolongement d'une personne. Je voudrais qu'on lise. Je voudrais qu'on continue à écrire parce qu'on continue à être lu. Si nous ne sommes plus lus, nous ne pourrons plus écrire. Si nous ne pouvons pas vendre nos livres, nous ne pourrons plus écrire.
si nous ne pouvons plus écrire, parce que plus personne ne lira, nous serons confrontés de façon directe, comme quand on met son nez dans le mur, de toutes ses forces, à la pensée unique. Nous n'avons pas le droit de laisser faire ça, nous ne pouvons pas faire que cela arrive. Donc ça, c'est mon travail d'écrivain que d'avoir ça à dire, je le dis de toutes mes forces. Nous devons continuer à protéger la chose écrite et sa diversité de toutes nos forces. Eh bien, un grand merci, Jacques Richard.